Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Hebdo Drafo. D'ailleurs, je tiens à vous le dire en ce début de vidéo, ce format, on va essayer de le déployer sur d'autres plateformes et vous allez pouvoir, à partir de cet épisode, le retrouver aussi en podcast sur toutes vos plateformes préférées. J'avais envie, pour cet épisode, de vous parler d'une actualité brûlante, puisque vous l'avez vu, on vient d'assister au discours d'investiture de Donald Trump, qui est devenu à nouveau président des États-Unis. Lors de ce moment-là, évidemment inquiétant à bien des égards, et je vais pas vous faire l'exégèse de tout le discours, ce qu'on a vu d'assez marquant, et on le voyait déjà depuis quelques semaines, c'est cette connivence, cette proximité avec tous les géants de la tech, notamment aux États-Unis. On a pu voir Elon Musk de la plateforme X, mais aussi Mark Zuckerberg de la plateforme Meta. Euh, Tout cela, écoutez, ça doit nous inquiéter. Parce que ce qu'on voit, c'est que ces géants de la tech, aujourd'hui, ils veulent nous imposer quoi penser. C'est plus seulement une histoire de consommateurs et de finalement une construction d'offres, de demandes, d'espaces libéral construits. Il y a aussi là-dedans une histoire idéologique avec certains d'entre eux qui veulent nous imposer un modèle de pensée et une manière de penser le monde et sa structuration. Cette entreprise, on doit la qualifier. C'est une entreprise totalitaire. Elle vise à déstabiliser nos démocraties et nous devons réagir. L'Europe doit réagir et se réveiller. C'était le slogan de notre campagne et une nouvelle fois, tout cela prend beaucoup de sens. Commençons peut-être par le contexte, par les faits et par ce qu'on observe. Elon Musk est évidemment le héros le plus emblématique de cette affaire. Il a évidemment est mouillé avec X dans ce qu'on peut appeler des ingérences, notamment dans des élections récentes, mais aussi avec sa plateforme, il crée des biais algorithmiques qui ont une visée claire, celle de déstabiliser nos démocraties et d'imposer ses discours, notamment personnels, le sien. Les ingérences qu'on a vues très récemment, pour vous donner quelques exemples, c'est le soutien à l'extrême droite partout dans le monde, en particulier en Allemagne. En Allemagne, il existe un parti dont on a déjà pu parler dans l'Hebdo Drafo qui s'appelle l'AfD. AfD, ça veut dire Alternative für Deutschland, une alternative pour l'Allemagne, et c'est un parti qui est nostalgique, on va se le dire, du nazisme. Ils ont une représentante qui s'appelle Alice Weidel. Alice Weidel, elle a été connue parce que notamment elle a qualifié Hitler de communiste, mais plus largement, elle a participé à beaucoup de moments extrêmement dangereux en Allemagne. On a vu des manifestations très violentes, des phrases racistes, sexistes, misogynes, bref. Malheureusement, ce à quoi on s'attend quand on pense aux formes de l'extrême droite aujourd'hui en Europe. Elon Musk a fait le choix, il y a maintenant quelques semaines, de soutenir ouvertement Alice Weidel et de la choisir finalement comme une incarnation pour le futur de l'Allemagne. Il a fait avec elle un space sur X, vous savez, ces espaces qui existent sur la plateforme où des personnes peuvent discuter en audio, il l'a fait avec elle et il l'a qualifiée comme finalement la meilleure pour demain reprendre en main l'Allemagne. Dans ce space Twitter, enfin X maintenant, on a pu entendre beaucoup de choses, Hitler communiste évidemment, mais aussi un discours anti-vax relayé. Tout cela est dangereux, mais Trump et Musk en l'occurrence surtout, ne s'arrêtent pas là. Puisque ces ingérences, elles concernent l'Allemagne, mais elles concernent aussi d'autres pays. On l'a vu très récemment en Angleterre, où il a fait le choix, Elon Musk, de relayer plus de 200 tweets, je crois, en quelques jours, ont attaqué le Premier ministre Keir Starmer, travailliste, sur, vous l'avez vu, des affaires de viol en réunion depuis plusieurs années en Angleterre, en accusant directement Keir Starmer d'être responsable de tout cela, appelant à sa démission et demandant même parfois aux internautes si les États-Unis ne devaient pas libérer les Anglais de leur gouvernement actuel. Tout cela est grave, à bien des titres, évidemment déjà pour le fond de ce que cela représente, mais aussi parce que depuis quelques jours, Elon Musk fait partie de l'administration de Trump. Ces accusations, elles sont graves et elles vont aussi évidemment toucher à l'aspect économique du financement de la vie politique. Il a lui-même dit, Elon Musk, qu'il était prêt
à rentrer dans finalement des politiques de soutien financier à ces partis d'extrême droite, l'AfD en Allemagne, mais aussi Reform UK, qui est le parti d'extrême droite en Angleterre, l'ancien UKIP de Nigel Farage, qui aujourd'hui s'appelle Reform UK et qui s'inscrit dans cette dynamique des partis d'extrême droite, des partis réactionnaires en Europe. Mais il n'y a pas que X et Elon Musk. Il y a aussi d'autres géants de la tech aux États-Unis qui entrent dans la danse, et notamment Mark Zuckerberg de Meta. Vous savez, ce groupement qui réunit notamment Facebook, Instagram, WhatsApp. Mark Zuckerberg, cela pourrait paraître un peu étonnant parce que il a été celui qui a viré Trump de ses plateformes au lendemain de l'assaut des Trumpistes sur le Capitole aux États-Unis. Mais là, depuis quelques jours, il opère un petit changement de discours. Mark Zuckerberg, alors pour ceux qui s'en souviennent, il avait quand même commencé son activité en notant les femmes sur son réseau social, mais depuis, il y avait eu une petite, comment dire, une image, un rebranding un peu progressiste, libéral sur sa personne. Mais là, il assume. Le 7 janvier dernier, il veut restaurer la liberté d'expression sur Meta. Et alors là vient un mot dont on va un peu parler dans cette vidéo. La liberté d'expression, elle est utilisée à toutes les sauces par les réactionnaires et par l'extrême droite pour finalement dire que ceux qui voudraient encadrer les discours, pour notamment se protéger de la désinformation ou des discours de haine, que ceux-là seraient des censeurs contre ceux qui veulent défendre la véritable liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Meta, par exemple? Ça veut dire que Mark Zuckerberg a décidé de s'aligner purement et simplement sur X en enlevant le système de vérification des informations sur ces plateformes pour passer à ce qui existe sur X, vous l'avez peut-être vu passer, aux notes de la communauté, c'est-à-dire toutes ces informations, ou plutôt ces notes, comme des notes de bas de page qui existent sous des tweets ou sous des posts, qui viennent dire si une information est juste, si elle est vérifiée ou pas, mais tout cela n'a aucun système de vérification objectivé. Ce sont des internautes, et donc potentiellement parfois des groupes politiques, qui viennent noter ou donner des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Et ce dont il faut avoir conscience en réalité dans ce moment, c'est que Musk notamment, mais Trump encore plus évidemment, ont des alliés au Parlement européen, ont des alliés en Europe, et même au-delà d'être des alliés, c'est surtout des vassaux. Parce que ce qu'on voit avec, par exemple, le groupe des Patriotes pour l'Europe, et vous comprendrez que je mette des guillemets, présidé par Jordan Bardella au Parlement européen, c'est qu'on observe qu'on a toute une extrême droite européenne qui est fascinée par Elon Musk et qui choisit de proposer à de nombreuses reprises de leur remettre finalement tous les insignes d'honneur. Il y a quelques semaines, ils ont proposé de remettre à Elon Musk le prix Nobel de la paix. Et encore dans nos murs, ici au Parlement européen, Jordan Bardella proposait que Elon Musk reçoive le prix Sakharov du Parlement européen, prix qui normalement récompense les combattants pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour l'égalité des droits. Mais on va tous se poser une question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi finalement on observe là se bouger finalement de toute cette tech américaine qui était vue il y a encore quelque temps comme un des endroits, la Silicon Valley, alors certes complètement néolibéral, tourné uniquement sur l'argent, mais on disait aussi parfois que c'était un endroit de libertariens, de personnes qui vivaient avant tout pour les grandes libertés, bien loin de l'imaginaire réactionnaire. Alors, il y a évidemment le cas Musk, qui est assez particulier, puisque lui, on a vu un tournant quasiment messianique de sa personne, mais ce que je crois assez profondément, c'est que au-delà du fait que les dirigeants, Bezos, Zuckerberg, Musk, peuvent avoir parfois des penchants réactionnaires personnels, la réalité c'est que la pensée et leur idéologie va surtout là finalement où est leur argent et où va leur intérêt financier. Parce que Donald Trump a besoin de ces techs, mais eux ont aussi besoin de Donald Trump. Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, avant d'être des combattants de la réaction, dans le moment qu'on voit, et c'est évidemment ce qui nous choque tous, c'est aussi des combattants
du capital, combattants du néolibéralisme et finalement des héros d'une lutte pour toujours plus de profit, pour toujours moins de régulation. Et cette lutte-là, néolibérale, elle trouve aujourd'hui, mais ça devient quasiment quelque chose qu'on répète à chaque vidéo, mais elle devient l'allié direct de la lutte réactionnaire avec Donald Trump. Et finalement, ces discours se retrouvent. Parce que quand finalement, dans l'Union européenne, nous avons des règles qui se mettent en place pour réguler les contenus, mais aussi, il faut le dire, pour parfois imposer ces plateformes, pour les réguler, pour les sanctionner parfois financièrement quand ils ne respectent pas les règles, eh bien ces plateformes ont du coup très envie du discours sans aucune régulation que leur propose Donald Trump avec tous ses alliés. Et donc c'est une nouvelle fois l'alliance de la réaction la plus classique avec le néolibéralisme. Et aujourd'hui, ces deux forces finalement travaillent ensemble, main dans la main, et inventent un nouveau chemin. Et tout cela va avoir des conséquences évidemment très graves pour notre vie en collectif, pour nos espaces publics, puisque, vous le savez, les réseaux sociaux, les médias sociaux sont autant d'espaces publics nouveaux que d'autres espaces démocratiques. Sur Meta, par exemple, des auteurs qui écrivaient des livres, des romans avec des personnages LGBTQIA+, se sont vus interdire ou enlever la possibilité, par exemple, d'avoir de la sponsorisation, de la publicité sur ces plateformes, parce que cela ne correspondait plus aux valeurs de la plateforme, ou en tout cas ce qui pouvait être diffusé dessus. De la désinformation pullule sur ces réseaux sociaux, anti-vax, sur la question des personnes trans, mais aussi évidemment sur les élections. Ces plateformes, elles sont devenues, pour des raisons financières et idéologiques, et je ne sais pas comment les hiérarchiser finalement, mais pour ces deux raisons, ces plateformes, elles sont devenues des agents directs qui travaillent pour les intérêts de Donald Trump. Et évidemment, ce qui est aussi très inquiétant, c'est de voir que ce spectre s'élargit, que là où on pensait au début que X n'était que le seul endroit du risque, Meta a évidemment été contaminé il y a quelques jours également. Toute cette liberté d'expression, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait en reparler, la liberté d'expression est un concept qui en ce moment est instrumentalisé avec beaucoup de force par tous ces réactionnaires. On a pu voir les règles de méta, mais évidemment surtout ce mot censure étant évoqué à toutes les sauces, à tous les moments, pour contrer finalement les règles qui entourent la liberté d'expression. En France, on encadre les discours, notamment en lien avec les appels à la haine, avec les appels au terrorisme, en lien avec beaucoup, beaucoup de choses. La liberté d'expression est encadrée. Aujourd'hui, pour ces forces réactionnaires, ces cadres sont en réalité des actes de censure. On a vu même très directement Louis Sarkozy s'exprimer sur X, justement, en disant que la liberté d'expression, c'était justement pouvoir tout dire, y compris si c'était faux, et que nous empêcher de dire ce qui était faux était en effet un acte de censure. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos démocraties sont en danger? Nos démocraties sont en danger pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une véritable guerre cognitive qui est menée contre les citoyennes et les citoyens européens, parce que c'est en effet à cause de tous ces biais algorithmiques, à cause finalement de tous ces mouvements de manipulation qui sont opérés par ces plateformes, des esprits critiques qui sont en train d'être empêchés à cause de ces plateformes, mais c'est aussi très directement des ingérences, vous l'avez compris, dans les démocraties et dans les élections. Mais que pouvons-nous faire? Et quels outils peuvent exister? Parce que oui, il nous faut un débat démocratique serein, un débat démocratique apaisé. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces outils pour lutter contre ces ingérences, pour lutter contre cette emprise sur nos démocraties, beaucoup de ces outils existent déjà. Il y a notamment le règlement DSA, qui est un règlement européen, qui permet d'encadrer notamment le fonctionnement des plateformes et des réseaux sociaux. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est parfois un peu frileuse, a parfois un peu peur pour finalement faire appliquer
ces règles que nous avons pourtant nous-mêmes adoptées au Parlement européen. Il va falloir finalement oser ouvrir et mener le rapport de force face à ces plateformes. Ne pas avoir peur en permanence de la réaction de Donald Trump qui, lui, finalement, assume très bien cette guerre qu'il mène aux valeurs et aux démocraties dans le monde. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes en 2023 et en 2024 contre X et Facebook notamment sur la question des algorithmes, des systèmes de recommandation. D'autres enquêtes existent aussi sur TikTok, par exemple. Mais le sujet désormais pour la Commission européenne et pour nous parlementaires ici, c'est de veiller à ce que ces enquêtes aillent jusqu'au bout, particulièrement dans un moment où la rumeur qui court, c'est que ces enquêtes sont plutôt mises en pause, même si Ena Virkkunen, qui est la commissaire européenne qui s'occupe de ces sujets, a peut-être un peu rassuré quelques personnes il y a quelque temps en s'exprimant sur le sujet et sur l'importance de ces enquêtes. Le bras de fer, il est possible. Le bras de fer, il est possible. On l'a vu au Brésil il y a encore quelques mois où Trump, enfin ou surtout Elon Musk disait qu'il était impossible de réguler sa plateforme, mais écoutez, le Parlement brésilien s'est fait écouter et Elon Musk a plié. Et nous pouvons aussi le faire plier au niveau européen. Et nous avons aussi d'autres demandes à faire et des demandes de transparence, notamment à ces plateformes. Parce que nous connaissons leur agenda, mais nous devons aussi avoir une réelle transparence sur tous ces outils. Une transparence sur sur les algorithmes, mais aussi évidemment avoir un certain nombre de documents qui nous permettra de faire ces enquêtes correctement. Bref, peut-être pour terminer cette vidéo et vous donner un message optimiste, parce que je pense que nous pouvons être optimistes, ce qu'il faut retenir, c'est que les outils existent, que nous les avons à notre disposition, mais que ce qu'il manque peut-être, mais je suis sûr que collectivement nous l'avons, c'est du courage pour agir. Or, Donald Trump n'a pas l'intention de reculer face à l'Union européenne. Allons-nous nous tenir debout? Allons-nous nous réveiller? Moi, je crois que c'est possible. Alors, agissons, faisons en sorte que le DSA soit appliqué, protégeons le pluralisme, protégeons nos démocraties, protégeons aussi nos données, évidemment, sur les réseaux sociaux. Bref, protégeons aussi la liberté d'expression, c'est important. Battons-nous et continuons de réveiller l'Europe.